Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva et nous sommes sur l'étude de l'ouvrage de Silva Mind Control for Business Manager. Donc, exactement, Lee fait déjà la publicité. N'oubliez pas que ça a été traduit en français et que c'est la méthode Silva pour les décideurs. Exact. Voilà. Donc, et j'ai vérifié, c'est toujours disponible chez le Hameau. C'est 30 €, mais on peut l'acheter en occasion pour 25 si on veut économiser un peu les sous. Voilà. Donc, n'hésitez pas, surtout si vous créez un business ou si, vu qu'on sait qu'on a pas mal de praticiens, de thérapeutes qui nous regardent, si vous avez envie d'utiliser la méthode pour ça, ou si vous êtes en entreprise et que vous dites, tiens, j'ai une compétence, je me suis formé à la méthode Silva, tiens, et si j'utilisais cela pour améliorer mon business. Je l'ai utilisé, j'ai donné des idées à une personne que je coach. Là, on peut vraiment parler de coaching plutôt que de thérapie, et qui est responsable dans une boîte, et notamment tout le travail de se réveiller la nuit, visualiser. Alors, c'est pas un diplômé Sylvain, mais justement, je lui donnais le même principe en partant de l'hypnose. Et la dernière session que j'ai eue, donc il y a quelques jours, son retour, c'était « Ah, c'est cool, ça s'est amélioré au boulot ». Alors que c'est un manager qui disait « Je galère avec mes équipes » et je lui dis « Ça ne te coûte rien d'essayer, on va reprendre un principe de Silva, mets-toi en transe, demande avant de dormir de te réveiller la nuit, et vu qu'en plus il y avait justement à cause du boulot des petites insomnies, ça la faisait réveiller. La personne travaillait à visualiser que ça allait bien se passer demain, que les gens allaient être dans un meilleur état d'esprit et que lui-même allait avoir un meilleur rapport avec ses collègues. Et depuis, ça va mieux. Ce n'est pas encore parfait, mais c'est intéressant. Donc, pensez bien, ce principe-là que propose José est intéressant parce que de façon générale, si vous travaillez un petit peu sur les trans, sur la visualisation, etc., vous pouvez créer, alors ce n'est pas exactement le même process que celui que propose José, mais il nous ouvre une porte pour tous ceux qui travaillent un peu avec la méthode ou avec l'hypnose de façon générale, le niveau alpha ou theta en fonction d'où vous en êtes. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que j'en ai profité vu qu'on est en train de revoir ça. Coup de bol, j'ai une consulte qui tombe très bien là-dessus et le feedback est assez intéressant à ce niveau-là. Excellent. Donc, lui, il a utilisé pour préparer une réunion le lendemain, c'est ça? C'était surtout pour gérer ses collaborateurs, en fait, il est manager. Et tu sais, aujourd'hui, il y a une difficulté pour beaucoup de managers. Alors, s'il y en a qui nous regardent, n'hésitez pas à donner vos retours. Et ça, je l'ai aussi avec une autre personne, mais je pense que je vais lui proposer aussi, qui me dit la nouvelle génération, elle ne travaille pas comme l'ancienne. Et c'est des personnes qui sont dans des boîtes assez importantes et qui ont vraiment l'impression d'être déconnectées par rapport aux nouvelles générations. Ils disaient, nous, on était des personnes qui bossions tard le soir, qui revenions parfois le week-end, etc. C'est plus du tout le cas, ou c'est beaucoup moins le cas pour les générations Z aujourd'hui qui sont sur le marché du travail, qui disent, nous, on veut un travail le mieux payé possible, mais 18h, c'est 18h, c'est pas 18h03, 5 ou 10, et tu vas pas me faire revenir, sachant que tu me payes pas davantage. Donc, ils ont un état d'esprit qui est différent, qui est très bien pour la génération actuelle, mais pour les anciens qui disent attends, non, mais le boulot c'est important, il faut s'investir, ils comprennent pas. En fait, ils n'y arrivent pas. Ils disent mais moi je travaille pas comme ça, j'ai pas été éduqué dans le travail comme ça. Et c'est dur pour eux de se dire ouais, mais oui, pour eux c'est des jeux m'en foutistes, c'est des personnes qui n'ont rien à faire, qui sont pas dans le boulot, alors que quand tu parles avec cette génération-là, ils disent juste non, mais moi je suis payé pour faire un 9h 18h. Je ne vais pas rester jusqu'à 18h15 parce que je ne serai pas payé pour. Tu vois, en fait, ils sont très pratiques, etc. Sa problématique à lui, c'est de dire je galère parce que moi, j'attends d'eux un certain travail que je n'obtiens pas. Et en plus, vu que je leur fais remarquer qu'ils devraient travailler davantage, ils se braquent et donc ça ne fonctionne pas. Son management, en tout cas, l'échange qu'il y a ne fonctionne pas. Et depuis, en tout cas, là, depuis quelques jours, il me disait c'est intéressant parce que j'ai l'impression que le dialogue est revenu et il y a moins d'opposition. J'allais dire de résistance, mais on va dire plutôt d'opposition. Oui. Et alors, je lui dis, mais c'est peut-être toi qui, tu vois, en pensant à ça, et c'est là où c'est intéressant la méthode Silva, c'est que on dit la communication subjective. On dit, imagine que tu papotes avec les gens
au moment optimum. Mais c'est aussi toi, à partir du moment où tu commences à prendre conscience de peut-être que je communique mal, peut-être que je suis trop dur, peut-être que j'ai des attentes qui aujourd'hui sont plus adaptées, bah, peut-être que ton discours, sans s'en rendre compte, il a changé. Parce que la prise de conscience de bah, je suis peut-être pas adapté. Et ça, c'est cool parce que la méthode, ne serait-ce que en amont, avant même de réfléchir à la communication subjective, le fait de se dire j'ai envie que les choses avancent, on revient sur le principe de désir. Cette notion de se dire j'ai un objectif, bah, ça nous fait cogiter, ça nous fait réfléchir, ça nous fait nous poser des questions et nous dire peut-être que je devrais réagir autrement, peut-être que je devrais communiquer autrement, peut-être que je devrais avoir une autre attitude ou en tout cas être moins fermé et puis me dire j'écoute et je vais voir comment ça se passe. Donc c'est ça qui est génial avec ce cheminement-là et c'est pour ça que le côté, comme dit José, subjectif et important pour un manager et pour un businessman, c'est aussi de se dire, si ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas que la faute de l'autre, du monde extérieur, c'est aussi moi qui peut-être n'ai pas pris les bons chemins, n'ai pas dit les bons termes, n'ai pas négocié de la bonne façon, n'ai pas ouvert suffisamment mon dialogue, mon discours, etc. Je ne sais pas ce que toi t'en penses par rapport à tout ça. Absolument. C'est pour ça qu'on dit au départ que les conditions sont optimales pour les deux. Et puis, simplement le fait qu'on se réveille la nuit en se mettant en alpha, on est automatiquement plus en harmonie, plus réceptif. Et puisque le principal, c'est qu'on essaie d'offrir ce qui est bien pour l'autre, on doit entrer un peu dans sa peau et on commence à comprendre, ah, mais peut-être lui, il réagit comme ça parce que moi, j'ai fait ceci. Et on change aussi soi-même. Et donc, c'est vraiment, c'est pas du tout une imposition de sa volonté sur notre personne. C'est vraiment une communication. Et il y a ce qui m'étonne, c'est qu'il y a tellement d'exemples différents de comment on peut faire. Juste récemment, je lisais un ancien témoignage et c'était une enseignante à l'école qui avait toute une classe d'élèves qui étaient brillants, qui ne faisaient pas attention. Elle a fait la communication subjective la nuit avec toute la classe et il disait, je t'assure, ce n'était pas mon imagination, ils sont donc devenus beaucoup plus calmes, plus attentifs, plus raisonnables. Donc, oui, non, je trouve que c'est vraiment une technique extraordinaire. Pensez bien, et je pense que ça reste toujours l'intérêt de la méthode, c'est bien sûr qu'on travaille avec les autres, mais souvent nous sommes initiateurs des transformations, changements, etc. À partir du moment où nous, dans notre modèle intérieur, on est en train de s'assouplir, se donner des possibilités, parler avec nos conseillers. En gros, parler avec des parties de soi pour se dire je regarde les choses un peu différemment et je m'autorise aussi à trouver des réponses, solutions qui seraient différentes. Bah, automatiquement, vous êtes en train de modifier votre processus cognitif comme votre processus comportemental parce que vous ouvrez une option. Et c'est ça qui est intéressant avec la méthode Silva. Ce n'est pas forcément ce qu'on va faire avec les autres, même si bien sûr ce que l'on fait nous impacte le monde, mais c'est d'abord ce que je fais en moi qui me donne la possibilité d'avoir une nouvelle attitude, une nouvelle façon de fonctionner et des nouvelles opportunités parce que je reste moins fermé. Le fameux, je demande quelque chose et je dois observer pour voir s'il y a un résultat. Bah, ça m'ouvre. Au lieu de me dire, je veux que les choses arrivent comme ça, alors qu'on sait que tu peux demander quelque chose, mais ça va peut-être pas arriver de la façon dont tu attends. Mais observe parce que peut-être c'est déjà là où c'est en train d'arriver. Ça nous impose, nous, personnellement, de nous ouvrir et nous dire, les choses peuvent arriver différemment, du coup, de nous rendre moins rigides et plus adaptatifs à ce qui se passe dans le monde autour de nous et du coup, vivre les choses de façon complètement différente. Ça, c'est vraiment un des trucs qui est intéressant avec la méthode. Alors, on va continuer. Toujours, ça reste des petits morceaux du bouquin que j'ai trouvé amusant ou en tout cas que je voulais faire ressortir. Donc, la méthode Silva fonctionne pour tout le monde. Tant qu'il y a du désir, donc on revient sur cette notion-là, le désir est vraiment, vraiment important, de l'attente et donc de l'attente positive, constructive, et de la croyance. Ce n'est pas un billet pour une pause café de 70 ans. D'accord? Il revient sur sa pause café. On revient un tout petit peu sur cette notion désir, croyance, attente positive. C'est vraiment, souvent quand on fait les trois doigts, c'est souvent ce qu'on dit, désir, attente, positif, et à ce moment-là, on a bien sûr la croyance.
on pense bien que c'est une triptyque qui est importante. Si vous allez quelque part et que vous n'avez pas de désir, bah, même si vous croyez que vous allez y arriver, s'il n'y a pas de désir, vous n'allez pas nourrir quelque chose à l'intérieur de vous, vous n'y voyez pas plus d'intérêt que ça. Alors ça peut être bien, ça peut être de l'effort, ça peut être plein de choses, mais vous risquez d'être assez déçu parce que ça risque de ne pas répondre à ce que vous voulez. Si il n'y a pas de croyance que vous pouvez y arriver, mais qu'il y a du désir, c'est bien, mais vous allez mettre en place quelque chose avec vos équipes et autres en disant ouais, mais moi j'aimerais que ça se passe comme ça. Et puis on fait l'effort et on est en attente. Mais si on ne croit pas qu'on peut y arriver, qu'on peut obtenir un marché, qu'on peut développer quelque chose ou décanter une problématique, on risque complètement de se perdre. Et pareil, si on attend que dès qu'on a du désir et de la croyance, tout se fait immédiatement, on risque d'être un peu déçu. Parce qu'il y a des moments, il faut attendre du temps. Et pour, par exemple, des personnes qui bossent dans des boîtes commerciales, il y a des clients qui ne signent que à la fin du quarter, donc à la fin du trimestre, les dernières heures avant la fin du quarter. Ils signent un gros contrat, mais genre 5 heures avant que le quarter se finisse. Donc, l'attente est quelque chose d'hyper important et qui doit être pris en compte. Quand on est dans le business, on ne maîtrise pas les autres. Et de façon générale dans la vie, mais là, vu qu'on est orienté business, on ne maîtrise pas nos clients, on ne maîtrise pas nos fournisseurs, on ne maîtrise pas les événements extérieurs. Vous ne maîtrisez pas si demain il neige. Nous, en France, là, on va avoir une tempête. Bah, peut-être qu'une tempête, ça va empêcher un fournisseur de vous fournir dans les temps un truc qui est hyper important pour à un moment donné. Et ça, vous n'y pouvez rien. Et pour autant, il faut avoir cette notion de se dire j'ai une attente positive. Je me dis que ça devrait arriver en temps, en heure. Il faut que j'espère ou peut-être que je vais trouver une solution, ou peut-être mon fournisseur va me trouver une solution, etc. C'est pas toujours simple parce que si on oublie l'attente, on peut se dire ça va passer vite, ça marche pas, la méthode fonctionne pas, ma visualisation ne fonctionne pas, etc. etc. Qu'est-ce que toi, tu conseillerais justement dans le monde du business parmi ces 3 éléments, même si je pense que les 3 sont très importants, sur lesquels les gens devraient peut-être le plus travailler? Le désir, la croyance ou l'attente positive? Même si je pense que les 3 sont automatiquement Mais justement, ils sont tellement connectés, c'est difficile d'en sortir. Pour le désir, pour les hommes d'affaires, je dirais, il faut vraiment demander quel est le désir profond, parce que pour beaucoup, comme tu as déjà dit, c'est juste gagner de l'argent. Alors, si on travaille avec quelque chose qui ne nous intéresse pas, on n'a pas de passion, etc., bon, on va gagner de l'argent peut-être, mais c'est tout. On sera frustré, on sera stressé, etc. Donc, c'est mieux si le travail qu'on fait, c'est parce qu'on désire faire ça. On désire, par exemple, rendre service à des clients en fournissant un certain produit, par exemple. Croyance, là, c'est tellement évident. On ne va pas se mettre dans un travail si on croit que ça ne va pas marcher. Et l'attente positive, justement, là, tu as insisté un peu plus sur l'attente. En anglais, quand même, c'est expectancy. Donc, il n'y a pas même, il faut bien dire attendre, mais l'attente, c'est plutôt actif, réceptif, quoi. Et pendant l'attente, c'est pas simplement je vais être patiente, je vais attendre, c'est aussi se préparer, justement, avoir les choses tout en place, faire tout ce qui est nécessaire pour que quand ça arrive, bon, c'est parfait. Donc, c'est lié un peu à la croyance, mais c'est quelque chose qui devient partie de nos actions quotidiennes. On fait quelque chose, même si c'est symbolique, mais qui nous prépare pour que quand finalement on a la réussite, c'est pas oh là là, je suis pas prête, j'aurais dû faire ceci, non, je suis toute prête. Comme si on compare ça justement à livraison Amazon, oui, on ne sait pas exactement quand ça va arriver, mais on va faire en sorte qu'on soit préparé. Si je sais que Amazon va venir aujourd'hui et je suis en Zoom, je prépare, je laisse une petite notice, je laisse ma porte du véranda ouverte et comme ça, je sais que ça serait à l'intérieur en sécurité, etc. Okay, c'est tout petit, mais c'est ça un peu l'attente positive. On se prépare, on sait que ça va arriver. Il n'y a pas de doute, on a confiance, mais on se prépare. C'est intéressant parce que cette notion-là dans le business, pensez bien, c'est ce que vous allez mettre sur des calendriers.
vous dire, bon, bah, il faut qu'à cette date, j'ai terminé telle chose. Vous faites un chantier où vous devez livrer quelqu'un et vous dites, bon, bah, il y a du retard, mais il faut qu'au moins à cette date-là, je puisse en arriver là, ou je puisse atteindre tel objectif, ou je puisse recevoir telle chose à ce moment-là. Donc, je vais agir pour obtenir ça en temps et en heure. Et effectivement, n'hésitez pas à utiliser des agendas, n'hésitez pas à visualiser des dates, des périodes, des choses. Tout ça, c'est très, très basique, mais ça vous permet de vous dire, OK, à telle date, je me suis focalisé pour l'avoir dans telle date. Si ça ne fonctionne pas, bah, vous dire, OK, bah, je dois recadrer parce que peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas OK. Mais là encore, et Elie a complètement raison, ce n'est pas juste attendre, c'est se dire quelle solution je peux trouver pour que réellement bah, mon fournisseur me fournisse ou que je puisse finir le chantier pour mon client ou pour que bah, je puisse permettre de répondre à tel devis ou à telle notion pour X ou Y client. C'est toujours à nous de nous poser la question, et là on reste dans la notion très Silva, chercher des solutions. Donc, dans l'attente, on doit chercher de la solution, on doit être actif pour que justement on puisse accueillir, quoi, en tout cas recevoir ce qu'on a préparé en amont. Et c'est beaucoup plus dans notre vie quotidienne. C'est comme si on programme en alpha, mais dans l'attente positive, c'est beaucoup plus ce qu'on fait dans la vie. Donc, j'ai vu des gens qui programment de façon magnifique les belles images, les sensations et tout, mais quand c'est fini, on n'y pense plus. Et il y a, en fait, on fait souvent dans la journée, on fait le contraire de ce qui est justement lié à ce qu'on a désiré. Par exemple, qu'on programme, on voit, si on est chercheur d'emploi et on programme d'avoir un magnifique travail, on est satisfait, on est bien payé, on est bien habillé. Et puis, donc, on fait ça en alpha. Et puis, le reste de la journée, on reste au lit en pyjama en regardant la télé. Et donc, ça ne correspond pas. C'est pas... Quel est le mot que je cherche? C'est pas écologique, quoi. Ton action de tous les jours n'est pas liée à ce que tu as programmé. C'est presque comme si tu le nies. Pendant que dans l'attente positive, on confirme quotidiennement, oui, j'attends vraiment que ça m'arrive. Ouais, là, tu soulignes un point qui est très intéressant, hein, qui est la notion de congruence. Cette notion de dire, entre tes actions et tes pensées, tu tentes de les associer et que ça aille dans la même direction. Donc, la notion de vous dire, j'ai un business, j'attends quelque chose de la part d'un fournisseur, ou je dois livrer quelque chose à un client à un moment donné, ou je cherche à avoir un chiffre d'affaires, effectivement, je ne peux pas juste me dire j'aimerais faire tant de milliers d'euros par mois de chiffre d'affaires et derrière rester dans mon lit à attendre que ça arrive. La congruence, c'est vous dire bon, bah, j'ai des objectifs, j'ai donc un désir, j'ai donc toute cette dynamique qui va être j'ai une croyance que je peux y arriver. Je vais mettre en place des actions et ce n'est pas juste dans ma tête que ça se passe. On revient à ce que José disait. Il faut impérativement que vous soyez à la fois dans une recherche et une structuration cognitive, interne, subjective, et que vous soyez des acteurs, des initiateurs qui arrivent à mettre en place ce qu'ils veulent pour être OK. Mais il faut que ce qui se passe dans votre tête et ce que vous mettez en action, ça soit corrélé. Si vous visualisez quelque chose en disant « Bon, bah, maintenant, je suis quelqu'un qui va faire la partie, admettons, commerciale de mon entreprise », et que vous voyez en train d'aller voir les gens en costume, cravate, comme vient de dire Lee, et qu'en réalité, vous passez votre journée en jean, t-shirt, même à votre bureau, bah, vous n'êtes pas congruent par rapport à l'idée de ce que vous avez du commercial. Pour vous, le commercial, ou en tout cas la facette commerciale, c'est montrer l'image de votre entreprise et donc montrer une image qui, pour vous, est une image classe, qui est une bonne image, quoi. Si vous prenez le costume, hein, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et vous allez dans le sens de ce que vous voulez montrer. Et à partir de là, en plus, les gens vont voir la congruence. Et ça, c'est important, que ce soit les clients, les fournisseurs, que ce soit des prospects, donc des personnes que vous n'avez pas encore, ils vont se dire « Ah bah, c'est cool, la personne, elle me semble saine, elle me semble congruente, elle me semble bien, elle me paraît OK entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Et pas, elle dit un truc, puis je vois complètement l'inverse dans ça. Je suis quelqu'un de carré, mais en fait, je suis à la bourre à mon rendez-vous. Je rappelle pas quand je dis que je rappelle. » Là, ça pose problème. Donc, effectivement, dans cette attente positive, vous pouvez y intégrer cette notion de « je dois chercher à être congruent ». Et dans le travail que vous avez fait en visualisation ou en imagination, c'est à vous de
construire ce que vous voulez mettre en place, mais pas simplement dans votre tête, mais que vous êtes prêt à mettre en place. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous êtes prêt à réellement construire et pas simplement à juste imaginer. L'imagination telle sans action ne servira à rien. Oui. Donc là, je pense que vous avez quelque chose en tant que dans le business de vraiment vous dire, OK, je me visualise comme ça. Bah, si vous vous visualisez comme ça, faites en sorte d'être comme ça. Et pas simplement, oui, mais je me vois avec des millions d'euros, je suis sur mon yacht et je suis tranquille. Ouais, mais entre-temps, il y a eu des étapes. Alors même si parfois on dit, tu n'as pas besoin de penser aux étapes, va peut-être falloir être congruent pour que tu fasses des millions. Hein. Et en fait, moi, ça, c'est une des choses, alors j'ai adoré, mais c'était une des choses que je critiquais quand le film Le Secret était sorti, parce que ça a révélé à des millions de gens qui n'avaient aucune idée qu'on pourrait visualiser et ça pourrait transformer sa vie, que eux aussi, justement, ils n'ont pas inclus l'attente positive, ce qu'il faut faire dans la vie qui est congruent justement avec toutes ces idées merveilleuses que tu as en tête. Ouais. Oui. Pensez bien, je pense que le mot que dit en rigolant José est intéressant. C'est pas un billet pour une pause café de 70 ans. Entendez-la, bien sûr, comme une petite blague, mais aussi vous n'allez pas rester dans votre croyance ou dans votre désir et juste vous dire j'attends et maintenant ça va arriver. Vous devez faire l'effort. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une pause café. C'est un outil de votre action et de vos efforts. Et la méthode, tout le travail subjectif, il a pour but d'accentuer, d'être un levier, d'être un multiplicateur des actions que vous allez mettre dans le concret. Et ça ne va pas se substituer aux actions du concret. Le subjectif seul ne suffit pas. Et même si on peut réussir avec l'objectif, on peut, mais la méthode veut multiplier, démultiplier vos capacités, vos potentiels en associant les deux et en faisant un travail de symbiose là-dessus. Donc, c'est pas j'ai visualisé, maintenant tout va bien se passer. C'est j'ai visualisé et je me bouge les fesses pour obtenir ce que je veux parce que c'est quelque chose qui est important pour moi et dans laquelle je souhaite m'investir. Et à partir de là, vous aurez un retour qui est intéressant. Alors, plus un dirigeant d'entreprise reste à la pointe dans son domaine de manière objective, par la lecture et l'étude. Là, on revient sur ce principe qui, pour José, est hyper important. Vous devez prendre de la data, vous devez prendre des données, vous devez prendre de l'apprentissage. Mieux, il est capable de fonctionner de manière subjective grâce à l'intuition, la perception et la clairvoyance. Et là, c'est intéressant, c'est qu'il ne part pas dans le principe de ton subconscient, c'est tout, ou ton inconscient est merveilleux et incroyable. Il dit, si tu veux, toi, en tant que spécialiste de ton business, développer quelque chose, il faut que tu prennes de la compétence dedans, donc théorique et pratique. Et parce que tu as étudié, quand tu auras besoin, c'est comme si tu avais une bibliothèque intérieure, quand tu auras besoin de réponses, de solutions, de trouver une alternative, eh ben, tu l'auras parce que tu connais la théorie de ton métier, tu connais les éléments qui composent ta spécialisation, et à partir de là, tu ne vas plus être du tout dans une dynamique de subir quelque chose, mais tu vas être acteur en disant « Ok, ouais, c'est vrai que j'ai lu ça, ou je connais ça, ou je sais ça, et bah, ce que j'ai fait là, effectivement, ça n'a pas fonctionné, donc j'ai des alternatives. » Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça nous enlève le côté, le subconscient, c'est tout, tu n'as même pas besoin de lui apprendre parce qu'il est connecté à un tout. Là, José, il est plus pratique. Hein. Il dit, vous faites un business, soyez un spécialiste de votre business, étudiez votre business et une fois que vous connaissez l'ensemble des rouages de votre business, votre subconscient peut vous donner, au moment où vous en avez besoin, les éléments, ce qu'on va appeler de l'intuition, qui va vous parler de clairvoyance, je pressens des trucs, parce que vous savez comment ça fonctionne. Et ça, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant parce qu'on re-rentre dans le côté très concret de ce qu'un business peut demander. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette vision-là, ou en tout cas de cette façon d'aborder à dire il faut de la matière objective pour amener de la matière subjective? Absolument. José Silva lui-même était un exemple de ça. Déjà, petit enfant, presque mini-entrepreneur, mais dans son travail dans la boutique où il faisait des réparations, radio, télévision, etc., il bossait beaucoup.
Alors, bien sûr, il a aussi utilisé intuition pour détecter où se trouve un problème. Mais ce n'était pas que, c'était vraiment une combinaison des deux. Mais je trouve que là, ton exemple, il est super. Il peut avoir l'intuition, mais vu qu'il doit réparer, il ne doit pas juste savoir. Si tu ne sais pas objectivement comment tu enlèves le micro, ou comment tu enlèves la membrane, parce que lui, il s'occupait beaucoup de radio, etc., ou comment tu refixes l'antenne, si tu ne connais pas ce qui doit être soudé à ce qui doit ne pas être soudé, tu as beau avoir une super intuition à dire ça doit être là que ça débloque, c'est très bien, et ça ne va pas t'aider à le réparer. Tu vas le savoir. C'est ton histoire avec la voiture, où tu as perçu quelque chose, mais tu n'avais pas la compétence objective pour le réparer. Par contre, le mécano, il a dit « Ah mais ouais, ok, je vois ce que tu veux dire, et effectivement, je vais regarder. Oui, c'est ça qui est cassé. Ok, je vous le change. » Et c'est en ça où c'est intéressant, parce que dans un business, c'est pas juste « j'ai l'intuition ». C'est « bon, ça ne marche pas, la radio, la voiture, n'importe quoi, le réfrigérateur. » Bon, je suis spécialiste dessus, j'ai suffisamment d'expérience pour me dire, OK, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. J'ai l'impression que c'est ça, parce que le bruit, parce que, je ne sais pas, la manière de fonctionner. J'y vais parce que j'ai l'intuition, comme ça, je perds moins de temps à essayer de checker tous les points. J'y vais direct, ça me fait gagner une demi-heure. Et après, ah bah oui, je suis bon, mais là, il faut qu'objectivement, j'ai la compétence, donc la connaissance, et je puisse bosser. Vous voyez, il y a toujours ce lien, et je trouve que dans le business, c'est un moment où on s'en rend compte qu'on a vraiment besoin de ces deux, et la compétence et la connaissance, vraiment des datas, des données et autres, pour que notre côté subjectif et notre intuition fonctionnent et soient optimisés, et notre côté pour pouvoir exploiter ce qu'on connaît, et donc pouvoir réparer, et revenons dans le principe José, avoir les solutions qui permettent d'avancer. Voilà. Donc, il n'avait pas peur de bosser. Pour lui, c'était hyper important. Il était très motivé pour faire ça. Et en même temps, il voyait des autres gens qui bossaient aussi bien que lui, mais qui n'avaient pas la même réussite parce qu'eux, effectivement, ils n'avaient pas le côté subjectif, quoi. Et pendant qu'on parle de côté, donc là, il avait son business. Il utilisait d'une part intuition pour détecter où se trouvait quelque chose, donc plus rapide, plus efficace, mais il a aussi utilisé créativité. Hein? Je crois que tu connais qu'il a déposé 4 brevets pour des inventions qu'il a fait. Je n'ai pas tous les détails, mais je rappelle que puisqu'il était sur la frontière de Texas, États-Unis et Mexique, en fait, si tu achetais une télévision, c'était ou pour capter la télévision au Mexique ou pour capter. Donc, il fallait 2 télévisions. Donc, lui, il a trouvé une antenne qu'on pourrait ajuster et comme ça, on pourrait décider est-ce que je vais regarder télévision américaine ou mexicaine aujourd'hui. Donc, je trouve que ces qualités subjectives et objectives étaient toujours en train de fonctionner en équilibre, quoi. Et c'est là où aussi c'est un exemple intéressant, parce que ça nous montre que parce qu'il a la connaissance de comment fonctionne une antenne, comment fonctionnent les ondes, peut-être c'était des fréquences qui étaient différentes, qu'il fallait peut-être un module pour trouver la bonne fréquence, parce que comme nous à la radio à l'époque, il y avait les ondes hertziennes et puis les ondes, je me souviens plus de l'autre nom, mais on a différentes ondes. Ça se trouve, lui, il a juste trouvé, il s'est dit, moi j'ai ce besoin, j'ai besoin d'une solution, je connais la théorie du truc, qu'est-ce qui pourrait me venir? Créer un élément qui me permet de switcher de l'un à l'autre. Et du coup, ça permet d'avoir des réponses. Et c'est parce que, et il y a de la connaissance théorique, et parce qu'il y a un besoin que son intuition peut donner des réponses qui vont être hyper concrètes, ou en tout cas hyper concrétisables rapidement, et créer quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est là où on a la créativité, etc., etc. On va s'arrêter là sur cette partie. On va revenir dans une autre vidéo pour la suite. Si vous avez des questions, des remarques, vous n'hésitez pas, partagez-les sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. À très vite. Merci Lee.